1er avril 2024, une jeune femme disparaît sans laisser de traces. Ce qui semblait être un simple rendez-vous s'est rapidement transformé en une enquête macabre, marquée par des découvertes horribles et des indices qui pointent vers une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Une voiture brûlée, des morceaux de corps retrouvés et un suspect qui semble toujours avoir un coup d'avance. Mais est-ce que la justice pourra enfin triompher avant qu'il ne soit trop tard? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une affaire énigmatique, pleine de mystères, de mensonges et de secrets bien gardés. Préparez-vous à suivre une enquête allaitante où chaque nouvelle révélation soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons traiter du cas de Sadie Robinson et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais comme d'habitude, avant de commencer, si jamais le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Sadie Carolina Robinson avait toujours été reconnue pour sa curiosité insatiable et sa détermination sans faille. Née et ayant grandi à Milwaukee, sa mère aimait rappeler à quel point Sadie abordait la vie avec enthousiasme, même lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Pendant ses années à l'école primaire, elle avait rejoint les éclaireuses et s'était investie dans le football. Cependant, ce qui animait véritablement son cœur, c'était sa passion pour les arts. Dès son plus jeune âge, Sadie avait démontré un talent naturel pour la danse. Sa mère se souvenait des étincelles dans ses yeux chaque fois qu'elle montait sur scène. Mais son esprit créatif ne s'était pas limité à la danse. En effet, elle avait également développé une fascination pour le rap et les arts de la performance, tout en explorant des disciplines comme la danse de salon. Au collège, elle s'était même lancée un tout nouveau défi, intégrer le corps de formation des officiers de réserve juniors. À cette époque, elle rêvait déjà d'une carrière dans la force aérienne des États-Unis. Sadie avait toujours cherché à repousser ses propres limites. Durant son adolescence, elle avait étudié au lycée Riverside, situé dans le quartier animé de l'est de Milwaukee. Là-bas, elle s'était illustrée aussi bien sur le plan académique que social. Entourée d'un cercle d'amis fidèles, elle avait su tisser des liens profonds qui résisteraient au passage du temps. Son ambition ainsi que sa motivation avait marqué ses enseignants et même ses camarades. Elle avait d'ailleurs obtenu son diplôme un semestre plus tôt, en décembre 2021, avant de rejoindre la cérémonie de la classe de 2022. Après le lycée, Sadie avait immédiatement pris son avenir en main. Elle s'était inscrite de ce pas au Milwaukee Area Technical College, où elle aspirait à décrocher un diplôme en justice pénale. En parallèle, elle jonglait avec 2 emplois. L'un chez Pizza Shuttle, situé à l'est, et l'autre au Wisconsin Country Club dans le nord-ouest de la ville. Grâce à son travail acharné, elle avait réussi non seulement à payer ses études, mais également à louer son propre appartement, menant ainsi une vie autonome. Au Wisconsin Country Club, ses collègues la décrivaient comme une personne dotée d'un sourire éclatant, comparable à un super pouvoir, capable d'illuminer une pièce et de mettre tout le monde à l'aise. Malgré ses nombreuses responsabilités, Sadie trouvait encore le temps d'entretenir une vie sociale active. C'est ainsi que, le 1er avril 2024, elle avait prévu un rendez-vous très spécial. Plus tôt dans la journée, elle avait confié à un employé de son immeuble qu'elle était enthousiaste à l'idée de rencontrer un homme plus âgé, un certain Maxwell Anderson, âgé de 33 ans. On ne sait pas précisément comment ce couple improbable s'est rencontré. Certains rapports indiquent qu'ils auraient commencé à discuter sur un site de rencontre, tandis que d'autres suggèrent qu'ils se seraient croisés quelques nuits auparavant dans un bar local où Maxwell travaillait. Ce bar était en effet un lieu que Sadie fréquentait souvent, notamment parce que l'établissement ne vérifiait pas systématiquement les pièces d'identité. Il est important de rappeler que Sadie n'avait que 19 ans, et donc l'alcool lui était interdit, puisque c'est à partir de 21 ans aux États-Unis. On peut d'ailleurs se demander si elle connaissait réellement l'écart d'âge qui la séparait de Maxwell lorsqu'elle a accepté ce rendez-vous. Quoi qu'il en soit, l'histoire s'est poursuivie. Ce soir-là, vers 16h15, Sadie a envoyé un message à Maxwell pour organiser les détails de leur rencontre.
L'homme a proposé de se trouver au restaurant Twisted Fisherman pour dîner. Il connaissait bien cet endroit car il y avait travaillé par le passé et devait d'ailleurs y récupérer un formulaire W2 auprès de son ancien manager. Tant qu'à faire, autant faire une pierre deux coups. Sadé a accepté la proposition, précisant qu'elle avait envie de fruits de mer. Environ 1 heure plus tard, ils se sont donc retrouvés au restaurant. Maxwell était arrivé en avance et avait informé le barman qu'il attendait une jeune femme pour un premier rendez-vous. Ce soir-là, il portait un manteau en flanelle rouge avec une capuche grise, un t-shirt noir Carhartt et un jean foncé, ses cheveux attachés en queue de cheval. Peu de temps après, Sadé la rejoint au bar. Cette dernière portait un manteau bouffant noir par-dessus un t-shirt blanc et un jean bleu déchiré. Ensemble, ils ont commandé de la nourriture et partagé quelques boissons tout en discutant, en faisant évidemment connaissance. Les caméras du restaurant ont capturé leur interaction et tout semblait indiquer qu'ils passaient un beau moment ensemble, que ça semblait agréable, plongés dans une conversation animée. Vers 18h30, ils ont quitté le restaurant et sont montés dans la voiture de Maxwell. Ils avaient décidé de poursuivre la soirée dans un autre bar, appelé Duck on Water. Là-bas, les caméras de sécurité ont à nouveau enregistré leur arrivée et leur passage, tandis qu'ils prenaient quelques verres supplémentaires. Durant leur temps chez Duck, Sadé a envoyé un Snapchat à ses amis, marquant sa dernière communication connue. Peu de temps après, à 21h06, les images de surveillance ont montré le couple en train de quitter le bar ensemble. D'une manière ou d'une autre, Maxwell avait réussi à convaincre Sadé de venir chez lui. Repenser à ce moment pousse d'ailleurs à réfléchir. Sadé avait pourtant pris une précaution judicieuse en rencontrant Maxwell dans des lieux publics pour commencer. Malheureusement, Maxwell semblait maîtriser l'art de gagner la confiance, utilisant les bons mots et les bons gestes pour abaisser les barrières de Sadé. Malgré tout, la jeune femme n'était pas une femme imprudente. Elle avait pris la précaution d'utiliser une application de partage de localisation appelée Life 360. Cette application permet justement à sa mère ainsi qu'à plusieurs de ses amis de connaître sa position à tout moment. Bien que cette précaution n'ait malheureusement pas suffi à la sauver des griffes du monstre qui allait bouleverser sa vie, elle a joué un rôle crucial dans l'enquête qui allait suivre. Grâce à Life 360, les enquêteurs ont pu retracer avec précision les derniers déplacements de Sadé et comprendre ce qui lui était arrivé cette nuit fatidique. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que Sadé est entrée de la maison de Maxwell, mais qu'elle n'en est jamais ressortie vivante. Les événements tragiques qui s'y sont déroulés restent difficiles à concevoir. Le lendemain, le 2 avril, Sadé devait se rendre à son travail, à Pizza Shuttle. Pourtant, elle ne s'est jamais présentée pour son quart de travail, ce qui a d'ailleurs immédiatement inquiété ses proches. Ses appels restaient sans réponse, que ce soit pour son manager, sa mère ou son ami Eiji, identifié dans les rapports de police. Alors que la journée avançait sans nouvelles, l'angoisse était en train de monter, et ce pour tout le monde, puisque ce n'était absolument pas dans les habitudes de la jeune femme de laisser ses proches sans nouvelles, et encore moins de ne pas se rendre à son travail. C'était une jeune femme très sérieuse, avec de l'ambition, des projets qui étaient déterminés, et pour elle, hors de question de louper un jour de travail, encore plus si ça n'a pas de vraies raisons, comme par exemple elle est tombée malade, et dans ce cas-là, elle aurait prévenu son employeur. Finalement, ce même soir à 21h, Eiji s'est rendue au poste de police pour signaler la disparition de Sadé. Elle a expliqué aux officiers qu'elle n'avait plus de contact avec son amie depuis la veille. La dernière preuve de vie de cette dernière remontait à la fameuse photo postée sur Snapchat alors qu'elle était encore au bar Ducks on Water. Habituellement, lorsqu'un adulte ne se présente pas à son travail ou cesse de répondre à son téléphone, cela ne déclenche pas immédiatement une enquête policière. Les disparitions d'adultes sont souvent interprétées comme des absences volontaires, les gens ayant parfois besoin de disparaître temporairement ou non. Néanmoins, la famille et les amis de Sadé sentaient que quelque chose d'anormal était en train de se produire. Ils ignoraient alors qu'à ce moment même, la police avait déjà découvert plusieurs éléments troublants qui allaient renforcer leurs craintes. Ces découvertes allaient bientôt transformer l'inquiétude en certitude. Quelque chose de terrible était arrivé à Sadé Robinson, alors âgée de 19 ans seulement. Aux premières heures du 2 avril, les pompiers de Milwaukee avaient été appelés pour éteindre un incendie de véhicule signalé. Le véhicule en question, une Honda Civic de 2020, était enregistré au nom de Sadé Robinson. Lorsque les flammes furent enfin maîtrisées, les enquêteurs ont trouvé dans le coffre des restes calcinés d'un téléphone portable ainsi que des vêtements. Ces vêtements, après identification, se sont avérés être ceux que Sadé portait lors de son rendez-vous avec Maxwell.
Cette découverte glaçante a rapidement orienté l'enquête vers une possible scène de crime. Dans cette affaire, les images de caméras de surveillance allaient s'avérer être vraiment un élément clé. Ce détail mérite d'ailleurs d'être souligné, car bien que nous vivons dans un monde saturé de caméras, il est étonnant de constater à quel point celles-ci peuvent être défaillantes. Elles ne fonctionnent pas toujours correctement, pas toujours au bon moment, enregistrent parfois de manière floue ou ne capturent même rien d'utilisable. Mais dans ce cas précis, les caméras ont joué un rôle déterminant en fournissant des indices cruciaux sur les derniers moments de Sadé. Les enregistrements allaient permettre aux enquêteurs de reconstituer une partie du puzzle terrifiant entourant sa disparition. Dans cette enquête, les caméras de surveillance ont une fois de plus joué un rôle central. Une caméra installée sur un parking a capturé des images troublantes. Un homme blanc s'éloignant de la Honda Civic en flammes vers 7h29 du matin. L'individu portait un sweat à capuche gris et un sac à dos beige. Plus tard, un témoin a affirmé avoir vu cet homme sortir du véhicule, jeter un briquet dans la voiture et s'éloigner calmement comme si de rien n'était. Ces éléments venaient ajouter un nouvel indice inquiétant à l'affaire, mais n'étaient qu'un prélude à une découverte encore plus macabre. Ce même jour, aux environs de 17h30, un citoyen a fait une découverte terrifiante au Warnemont Park, situé près du rivage et à proximité d'une station de pompage. Il a trouvé une jambe humaine en bas d'une falaise de 30 mètres. La jambe, appartenant manifestement à une femme noire, avait été amputée juste en dessous de la hanche. À première vue, les enquêteurs ont remarqué des marques nettes indiquant que l'amputation avait été réalisée à l'aide d'un outil tranchant, probablement une scie. Les orteils de cette jambe étaient soigneusement vertis de rose, ce qui laissait entendre que la victime prenait soin d'elle avant cette tragédie. En raison de l'état encore frais de la jambe, il était évident qu'elle avait été coupée récemment, ajoutant une urgence déconcertante à l'enquête. Les premiers rapports du médecin légiste ont révélé que la jambe appartenait à une personne mesurant environ 1,52 m. L'os fémoral présentait une fracture, probablement causée par une force importante, et les marques d'amputation confirmaient l'utilisation d'un outil tranchant et précis. La jambe a été envoyée à un laboratoire pour des analyses supplémentaires et pour tenter d'établir l'identité de la victime. Néanmoins, à ce stade de l'enquête, tout pointait déjà dans une direction bien sombre. Il était de plus en plus probable qu'elle appartenait à Sadé Robinson. Une autre découverte essentielle a été rendue possible grâce aux caméras de sécurité situées près du parc. L'une d'elles enregistrait des images d'un véhicule entrant sur une route menant à la station d'essence à 2h53 du matin. Selon les déclarations des employés municipaux, quelqu'un avait forcé une porte en utilisant une voiture, laissant derrière lui des pièces du véhicule. Une inspection rapide de ces fragments a confirmé qu'ils provenaient d'une Honda Civic, le même modèle que celui de Sadé. À proximité de la porte brisée, les enquêteurs ont également trouvé des morceaux compatibles avec la voiture calcinée découverte un petit peu plus tôt. Les vidéos de surveillance ont révélé davantage d'indices cruciaux. Vers 3h02 du matin, une silhouette humaine a été filmée marchant en direction de la falaise sur la plage, probablement pour s'en débarrasser de preuves. Environ 1h30 plus tard, cette même personne a été vue retournant à son véhicule avant de quitter la zone. Ces éléments renforçaient la thèse selon laquelle l'auteur des faits avait méticuleusement planifié ses actes, choisissant des endroits isolés pour se débarrasser des éléments incriminants. Parallèlement, la police de Milwaukee a effectué un contrôle de bien-être à l'appartement de Sadé. Malheureusement, personne, vous vous en doutez, n'a répondu à la porte. En interrogeant le personnel de l'immeuble, ils ont appris que la dernière fois que Sadé avait été vue dans les lieux remontait à la veille, le 1er avril. Ce jour-là, elle avait, rappelez-vous, confié à l'un des employés qu'elle était particulièrement excitée à l'idée de son rendez-vous. Face à ces révélations, la police a diffusé des informations dans les médias, appelant les citoyens à partager toute donnée pertinente concernant Sadé ou ses derniers déplacements. Chaque indice s'ajoutait au puzzle de cette affaire complexe et tragique, laissant entrevoir les actes froidement calculés d'un individu dénué de remords. Pourtant, malgré l'ampleur des découvertes, une question continuait de hanter l'enquête. Qu'était-il réellement arrivé à Sadé Robinson entre le moment où elle avait quitté ce bar et les premières heures du 2 avril? C'est à ce moment précis qu'un autre ami de Sadé a eu une initiative cruciale. Il a décidé de vérifier sa localisation à l'aide de l'application Life 360. Encore une fois, cette idée démontre combien il est important que les proches veillent les uns sur les autres, surtout dans des situations potentiellement dangereuses. Grâce à Life 360, il a pu déterminer que la dernière position connue de Sadé
ou du moins celle de son téléphone, se situait dans la région de Warlimont Park aux alentours de 4h30 du matin le 2 avril. Ce détail inquiétant établissait une connexion directe entre Sadeh et l'endroit où la jambe humaine avait été découverte. Prenant cette information très au sérieux, les enquêteurs ont obtenu un mandat pour accéder au relevé téléphonique de Sadeh. Ces données allaient révéler évidemment, vous en doutez, des éléments essentiels, notamment l'ensemble des messages échangés entre Sadeh et ce rendez-vous, Maxwell Anderson. Ces échanges allaient être déterminants pour reconstituer les événements qui ont précédé sa disparition tragique. Le 4 avril, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de Maxwell Anderson alors qu'il conduisait son véhicule, son Hyundai Santa Fe noir de 2009, à seulement quelques rues de son domicile. Lors de cette arrestation, les policiers ont découvert des éléments accablants dans la voiture. Tout d'abord, ils ont trouvé un sweat à capuche gris correspondant à celui porté par le suspect aperçu sur les images de caméras de surveillance au moment où la Honda Civic de Sadeh avait été incendiée. Ensuite, ils ont remarqué des taches suspectes sur le couvercle du haut-parleur de la portière avant côté passager, taches qui ressemblaient étrangement à des taches de sang humain. Ces découvertes n'étaient que le début d'une accumulation de preuves accablantes contre Maxwell. Une fois placé en garde à vue, la police a exécuté un mandat de perquisition à son domicile. Ce qu'ils y ont découvert a confirmé les soupçons des enquêteurs et a révélé l'horreur des actes commis. Dans l'une des chambres, du sang a été retrouvé sur la literie, signe évident d'une lutte ou encore d'un acte violent. Des traces de sang supplémentaires ont ensuite été identifiées sur les murs menant au sous-sol, renforçant l'idée que ce lieu avait été le théâtre d'un crime odieux. Dans le garage de Maxwell, les enquêteurs ont trouvé plusieurs bidons d'essence, probablement utilisés pour incendier la voiture de Sadeh et détruire toutes les autres preuves. En dépit de ses efforts pour camoufler ses crimes, Maxwell n'avait fait que laisser une série d'indices qui facilitaient la traque des autorités. Mais qui était donc cet homme que l'enquête pointait comme le principal suspect? Maxwell Anderson, âgé de 33 ans, était originaire de Milwaukee. Son passé était loin d'être exemplaire. Il avait déjà eu de nombreux démêlés avec la justice, incluant des condamnations pour violences domestiques, troubles à l'ordre public et conduite en état d'ébriété. Les documents judiciaires ont également révélé des préoccupations récurrentes concernant sa santé mentale, ainsi que des luttes de longue date contre des addictions diverses. Maxwell avait occupé divers postes dans le secteur des services, notamment en tant que barman et agent de sécurité. Son emploi le plus récent était au Victor Nightclub, un établissement que Sadeh fréquentait régulièrement. Malgré ses problèmes personnels et son passé trouble, certains témoignages décrivaient Maxwell sous un jour surprenant. Son ancien manager, par exemple, l'avait décrit comme un employé travailleur et apprécié par toute son équipe. Toutefois, ses apparences positives dissimulaient une personnalité instable et j'ai envie de dire potentiellement dangereuse. Ainsi, Maxwell Anderson n'était pas un inconnu des autorités, mais personne n'aurait pu imaginer, pour autant, qu'il serait impliqué dans une affaire aussi choquante et tragique. Tandis que les preuves s'accumulaient contre lui, une question restait en suspens. Pourquoi un homme comme Maxwell, déjà en proie à des difficultés personnelles, aurait-il commis un acte aussi horrible? En 2014, Maxwell Anderson s'est retrouvé mêlé à une altercation houleuse avec un membre de sa famille, révélant des indices troublants sur son comportement erratique. Cet incident a eu lieu alors qu'il rendait visite à sa famille au Colorado. Tout a commencé lorsqu'un parent est rentré chez lui après une longue journée de travail pour trouver Maxwell agissant de manière incohérente. Lorsque ce parent lui a demandé des explications, Maxwell a refusé de répondre et est d'ailleurs rapidement devenu agressif. Sa colère s'est transformée en cri, accompagné de jets d'objets à travers toute la maison. Effrayé par cette situation imprévisible, le parent s'est réfugié dans sa chambre et a appelé son père, qui a immédiatement contacté la police. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, la situation a pris une tournure encore plus chaotique. Maxwell a volé le véhicule d'un autre membre de la famille qu'il a conduit de manière imprudente avant de finir par l'écraser contre un patio. Peu de temps après, il s'est disputé violemment avec un autre parent, ce qui a conduit à une altercation physique où Maxwell s'est cassé plusieurs côtes. Quand même, c'est pas une petite dispute. Bien qu'il était probable qu'il était sous l'influence de substances au moment des faits, d'alcool, de drogue, peu importe, il a simplement été accusé de 2 délits mineurs de conduite désordonnée. L'insanction, une simple amende de $416, qui est ridicule, une peine bien légère qui ne semblait pas de nature à dissuader ses comportements futurs. L'année suivante, en 2015, Maxwell a une fois de plus été impliqué dans des problèmes juridiques.
cette fois chez un autre membre de sa famille. Ils vivaient dans leur sous-sol depuis environ 2 mois, mais la cohabitation devenait de plus en plus tendue. Le parent qui l'hébergeait, puisqu'il était chez lui, avait tenté d'imposer des règles simples, comme nettoyer après lui et limiter ses allées et venues à des heures raisonnables. Ces limites ont déclenché une violente réaction de la part de Maxwell, qui a commencé à jeter des objets, comme la première fois. Il a brisé un verre, frappé un mur avec son poing et détruit le téléphone portable du parent lorsqu'il a tenté d'appeler les secours au 911. Au cours de cette confrontation, Maxwell a causé plus de 1300 $ de dégâts matériels. Il a été accusé de 4 délits, notamment des dommages matériels criminels, de l'intimidation de témoins et de la conduite désordonnée dans un contexte de violence domestique. Finalement, il a plaidé coupable et a été condamné à 1 an de probation. Une fois de plus, la sanction semblait dérisoire, compte tenu de la gravité de ses actes, et son comportement n'a cessé de se détériorer. Après cette période de probation, Maxwell a semblé disparaître du radar judiciaire pendant quelques années. Cependant, en 2019, il a refait surface dans les registres des tribunaux pour une affaire tout aussi alarmante. Cette fois, il a été accusé de coups et blessures ainsi que de conduite désordonnée. Les faits remontent à une altercation publique au cours de laquelle Maxwell a été filmé en train d'agresser un homme. Ce dernier avait tenté d'intervenir après avoir vu Maxwell crier violemment sur une femme. Pour cette infraction, Maxwell a été condamné à une autre année de probation assortie de conditions strictes. Il devait conserver un emploi stable, se soumettre à des tests de dépistage de drogue aléatoires, accomplir 25 heures de travail communautaire et payer 7 000 $ en restitution. Bien que cette sentence ait été plus sévère que ses précédentes condamnations, elle n'a visiblement pas suffi à corriger son comportement profondément ancré en lui et surtout troublant. Ainsi, les antécédents de Maxwell Anderson montrent un homme au passé chaotique, marqué par des excès de violence, des altercations familiales et des problèmes de santé mentale, mais également de toxicomanie. Malgré des sanctions légales répétées, aucune d'entre elles ne semble avoir empêché sa descente vers des actes encore plus graves. En 2020, Maxwell Anderson avait acheté une maison en Milwaukee, une propriété qui, tragiquement, allait devenir le théâtre d'actes horribles commis sur une jeune femme sans méfiance. Dans les années qui ont suivi cet achat, Maxwell avait été arrêté à plusieurs reprises pour conduite en état d'ivresse, mais aucun de ces incidents n'avait été aussi violent que les événements macabres sur le point de se produire. Le 6 avril, soit 5 jours après la disparition de Sadie Robinson, une nouvelle découverte glaçante a été faite par les autorités. Près d'une aire de jeu, non loin de l'endroit où la voiture de Sadie avait été retrouvée calcinée, des restes humains ont été localisés. Parmi eux se trouvait un pied humain et des morceaux de chair. Le pied portait le même vernis à ongles rose que la jambe découverte plus tôt, et il était évident qu'il appartenait au même individu. Après des analyses, les restes ont été formellement identifiés comme ceux de Sadie Robinson. Bien que toutes les parties de son corps n'aient pas été retrouvées, les preuves accumulées ont confirmé ce que tout le monde redoutait. Sadie était décédée. Face à ces révélations, la police a procédé à l'arrestation imminente de Maxwell Anderson. Il a été accusé d'homicide volontaire au premier degré, de mutilation d'un cadavre et d'incendie criminel. Lors de sa comparution devant le tribunal, il a plaidé non coupable à toutes ces charges. Toutefois, son refus de coopérer avec les enquêteurs n'a pas découragé la famille et les amis de Sadie, qui ont décidé de prendre les choses en main. Déterminés à retrouver le reste de son corps pour lui offrir un enterrement digne de ce nom, ils ont organisé leur propre groupe de recherche. Leur persévérance a porté ses fruits, mais les découvertes n'ont fait qu'accentuer leur douleur. Alors qu'un citoyen se promenait le long d'une plage municipale de l'Illinois, il a fait une macabre découverte, un bras humain. Les analyses ADN ont confirmé qu'il appartenait à Sadie. Peu de temps après, un torse a été trouvé sur une plage isolée au sud de Milwaukee, et il a également été identifié comme étant celui de la jeune femme. Chaque découverte, bien qu'importante pour l'enquête, représentait une nouvelle onde de choc pour la famille de Sadie, traumatisée à chaque annonce concernant les restes de leur enfant. En juin, la famille de cette dernière, dévastée par la perte et le cherchant la justice, a intenté une action civile contre Maxwell Anderson. La plainte, pour mort injustifiée, réclamait des dommages et intérêts pour la détresse émotionnelle causée. En plus de cette compensation, la famille a demandé que le produit de la vente de la maison de Maxwell soit reversé, affirmant qu'elle avait servi de lieu où Sadie avait été tuée. Ils ont également accusé la famille de Maxwell d'avoir retiré des biens de la maison, y compris des éléments cruciaux pour l'enquête. Parmi ces objets, figurait notamment un doigt humain qu'ils croyaient appartenir à Sadie. Ce procès symbolise la volonté farouche de la famille Robinson de non seulement obtenir justice, mais aussi de préserver la mémoire de Sadie, une jeune femme pleine de vie qui a vu son avenir tragiquement interrompu.
En août, des mandats de perquisition récemment dévoilés ont révélé des informations encore plus troublantes concernant cette affaire déjà sordide. Selon ces documents, un informateur confidentiel s'est présenté à la police, affirmant être un ami de Maxwell Anderson. Cet individu a révélé que Maxwell aurait prémédité le meurtre de Sadie Robinson près d'1 mois avant de passer à l'acte. D'après la déclaration de cet informateur, il aurait été à la résidence de Maxwell le 5 mars. Ce dernier lui aurait confié qu'il avait récemment rencontré une jeune femme nommée Sadie et qu'il projetait tout bonnement de la tuer. Son plan, détaillé avec une froideur plus que glaçante, consistait à ramener Sadie chez lui, à la menacer avec une arme à feu, puis à l'emmener dans son sous-sol. Une fois là-bas, il aurait prévu de lui tirer dessus avant de la démembrer. Toujours selon l'informateur, Maxwell aurait également décrit comment il comptait se débarrasser du corps en dispersant des morceaux dans différents endroits de la ville. Lors de cette conversation macabre, Maxwell lui aurait même montré l'espace de son sous-sol et il prévoyait d'exécuter son plan. Il lui aurait également montré 3 scies qu'il prévoyait d'utiliser pour découper le corps. Ce niveau de préméditation et de détail rend la situation d'autant plus horrible. Ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi cet informateur n'a pas agi immédiatement. Pourquoi n'a-t-il pas contacté les autorités après avoir entendu de tels propos, surtout en connaissant les antécédents violents de Maxwell? Bien qu'il soit facile de supposer qu'il aurait pu éviter ce drame, cet informateur a attendu jusqu'après la disparition de Sadie pour parler, et même dans ce cas, uniquement en échange d'une immunité complète. En fin de compte, il ne sera pas tenu responsable de son inaction. Une décision judiciaire qui, pour beaucoup, laisse un goût amer. Mais ce n'est pas tout. Les documents judiciaires ont également révélé que Sadie n'était peut-être pas la première femme que Maxwell avait ciblée. Une autre jeune femme, âgée de 24 ans, avait rapporté une rencontre troublante avec lui en février, environ 1 mois avant la disparition de Sadie. Cette femme a raconté qu'ils s'étaient retrouvés pour un rendez-vous et avaient pris quelques verres ensemble. Néanmoins, peu de temps après, elle s'était sentie extrêmement malade et étourdie, une sensation qu'elle associait à une possible drogue administrée à son insu. Bien qu'il n'y ait pas eu de suite violente lors de cette rencontre, cette femme est convaincue que Maxwell avait d'autres intentions. Peut-être a-t-il changé d'avis à la dernière minute ou n'a-t-il pas eu l'opportunité d'agir, mais les similitudes entre son comportement à ce moment-là et celui rapporté par l'informateur ne peuvent être ignorées. Ces nouvelles révélations jettent une lumière encore plus sombre sur cette affaire. Elles mettent en évidence à quel point Maxwell Anderson représentait une menace, non seulement pour Sadie, mais aussi pour d'autres femmes qu'il aurait pu cibler. Elle soulève également des questions troublantes sur le rôle des témoins et des proches qui, malgré leur connaissance, n'ont pas empêché cette tragédie. Si seulement l'informateur avait agi à temps, Sadie Robinson aurait pu, peut-être, être encore en vie aujourd'hui. À ce jour, Maxwell Anderson persiste à clamer son innocence. Il continue de nier les accusations portées contre lui, qualifiant l'informateur de menteur. Malgré les preuves accablantes contre ce dernier, il reste fermement sur sa position. Depuis son arrestation en avril, il est détenu, incapable de payer la caution fixée à 5 millions de dollars et il attend toujours son procès. Initialement prévu pour le 9 décembre 2024, ce dernier a été repoussé à plusieurs mois et devrait désormais débuter en mai 2025. Selon son équipe de défense, il demande un délai supplémentaire pour travailler avec un expert en criminalistique informatique qui pourrait potentiellement, selon eux, fournir un alibi prouvant la localisation de Maxwell la nuit du meurtre de Sadie. Cependant, avec toutes les vidéosurveillances et le suivi GPS des téléphones, l'équipe de Maxwell aura un combat difficile pour tenter de réfuter les preuves solides contre lui. Heureusement, en attendant son procès, cet individu reste derrière les barreaux, mais il est évident qu'il demeure une menace pour la société. Sadie Robinson n'a peut-être pas été la première victime de Maxwell, et si celui-ci n'avait pas été arrêté, il se pourrait bien qu'elle n'ait pas été la dernière. Ce qui rend cette affaire encore plus difficile à supporter pour la famille de la victime, c'est que Maxwell continue de les retraumatiser. Il retient des informations essentielles qui pourraient leur permettre de trouver un semblant de paix et peut-être de fermer un chapitre déchirant de leur vie. En refusant de dévoiler la vérité sur ce qui est réellement arrivé à Sadie, il oblige ses proches à revivre continuellement l'horreur de sa disparition. La douleur qu'il inflige à ces derniers est incommensurable, et cela rend leur quête de justice encore plus douloureuse. Sadie mérite d'être honorée, de retrouver sa place dans le monde et surtout de recevoir un respect digne de sa mémoire, tant de son vivant que de son décès. Ce n'est pas la cruauté de Maxwell qui devrait la définir, mais l'amour et la lumière qu'elle a apporté à ceux qui l'ont connue. Après des mois d'enquête, d'indices troublants et de découvertes macabres,
l'affaire Sadie Robinson continue de laisser de profondes cicatrices. Malgré les preuves accablantes qui s'accumulent contre Maxwell, l'absence de véritable réponse sur les détails précis de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là rend ce dossier encore plus effrayant. La famille de Sadie continue de chercher la vérité, le soutien du public restant crucial dans cette quête de justice. En attendant que la justice suive son cours, nous pouvons seulement espérer qu'un jour, la vérité éclate complètement et que ceux responsables de cet acte abominable soient tenus de rendre des comptes. Et évidemment, vous vous en doutez, je vais rester bien informé de ce procès, de ce qu'il va se passer les prochains mois durant cette année 2025. Et si le procès s'annonce d'être tout aussi surprenant qu'il s'annonce de l'être, je vous ferai une petite update concernant cette affaire, vous dire au moins quelle condamnation il a eu dans le post communauté si jamais il n'y a pas grand chose à dire, et auquel cas je vous referai une vidéo concernant toute cette affaire, maintenant qu'on aura, je l'espère, le pourquoi du comment et ce qui s'est déroulé durant cette nuit fatidique. J'espère en tout cas que cette affaire était encore inconnue pour vous et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Évidemment, ça remet un petit peu en question le fait que on conseille à tout le monde de faire des rencontres, on conseille à tout le monde pour les premières rencontres de se voir dans un lieu public, mais ça n'empêche pas l'horreur de se dérouler quand même. Quelqu'un de manipulateur va simplement attendre une ou deux rencontres, attendre que vous soyez chez lui ou en tout cas dans ses griffes pour pouvoir agir. Donc, rencontrer quelqu'un dans un lieu public, en premier lieu, c'est bien, mais malheureusement, ça ne protège pas de toutes les mauvaises personnes que l'on peut rencontrer dans la vie. Donc, encore une fois, restez quand même malgré tout prudent lorsque vous rencontrez des personnes via les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Sur ces mots, prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!